Bonjour et bienvenue dans cet entretien au Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler de la protection des espèces marines et spécialement des baleines, espèces emblématiques évidemment de la défense des océans. On en parle avec vous, Tilly Metz. Bonjour, vous êtes Bonjour. députée européenne luxembourgeoise du groupe des Verts. Et avec nous depuis Bruxelles, Hilaria Di Silvestre, qui est directrice des politiques européennes de l'IFAB, le Fonds international pour la protection des animaux, qui est basé en France d'ailleurs, et qui œuvre pour la protection des espèces sauvages. Merci à vous deux d'être sur le plateau de l'Humanité. Alors, c'est vrai que l'affaire de l'incarcération, puis de la libération de Paul Watson a permis elle mérite en tous les cas de mettre une fois en plus en lumière la question de la protection des baleines. C'est important puisque ça permet à tout le monde d'en parler. Et on a vu d'ailleurs combien cette affaire de l'emprisonnement de Paul Watson avait suscité d'émotions partout dans le monde, et spécialement en Europe. Alors, peut-être la question, parce que la question est complexe, on en parlait tout à l'heure juste avant cette émission, c'est une question qui concerne la protection des espèces, c'est une question qui concerne le droit international, le droit européen, qui concerne des petits aspects législatifs également et administratifs presque, donc cette question est complexe. La première question que j'ai envie de vous poser à vous deux, c'est quelle est à l'heure actuelle la législation pour la protection des baleines? Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on ne sait plus trop, finalement, au bout du compte. Rappelons que la protection des baleines, ça existe depuis très longtemps, notamment depuis 1946, et qu'il y a eu beaucoup d'épisodes dans cette histoire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qui veut répondre? Peut-être vous, Tilly Metz, tout de suite, et ensuite on passera la parole à Hilaria Di Silvestre. Oui, vous l'avez dit, depuis 1946, on a une commission des baleines internationale et cette commission, elle a posé un moratoire sur la chasse à la baleine depuis 1986. Et il y a encore 3 pays qui font de la chasse à la baleine. Il y a l'Islande, il y a la Norvège, il y a le Japon. Souvent sous le petit manteau de chasse scientifique qui en fait... On va revenir sur leurs arguments tout à l'heure, effectivement, qui en ne l'est détail. pas. Donc, ce qu'on a pour le moment, c'est une convention aussi sur le commerce international des espèces menacées, où le commerce des produits de baleines est interdit. On a la directive Habitat de 1992 qui vise à protéger aussi les espèces mammifères et surtout les espèces menacées, comme c'est le cas pour les baleines. On a aussi une convention sur la diversité biologique qui, elle aussi, vise à protéger les cétacés. Donc, il y a des multiples conventions internationales qui réglementent ou qui visent à protéger la baleine. Et c'est là où on en est. Maintenant, il y a le problème que le gouvernement en Islande, celui qui n'a plus été réélu en fait lors des élections en novembre 2024, a décidé en décembre 2024 de prolonger l'autorisation de la chasse à la baleine en Islande, mais le nouveau gouvernement s'est engagé lors de leur campagne d'arrêter cette chasse à la baleine, qui est aussi d'un point de vue économique, est un non-sens. En plus, la population islandaise elle-même est en majorité contre cette chasse à la baleine. C'est ça. Hilaria Di Silvestre, c'est ça. On le disait tout à l'heure, c'est la complexité législative qu'il y a autour de ce mammifère marin emblématique, la baleine. C'est ça qui est très compliqué à percevoir pour tout le monde, pour le public en général. Tout le monde a envie de défendre cette espèce, mais on ne se rend pas compte de cet ensemble qu'il y a autour législatif et qui fait, comme on vient de le dire, que ce n'est pas terminé, quoi. Oui, en effet, c'est très complexe parce que chacune des législations ou des conventions qui ont été mentionnées par Tilly, en effet, couvre des aspects différents. Donc, il y a effectivement la Commission baleinière internationale, et il y a la CITES, qui est la Convention sur le commerce des espèces protégées, et il y a l'Habitat Directive. Mais chacune de ces législations s'occupe d'un aspect spécifique et effectivement a un effet différent. Et entre les trois, quand même, il y a des
il y a des espaces, des vides, disons, qui sont utilisés pour pouvoir continuer la chasse à la baleine. Alors vous travaillez auprès des institutions européennes pour faire valoir un certain nombre d'arguments, bien entendu. J'allais dire, en quoi c'est important l'Europe dans cette question qui est une question internationale, bien entendu, c'est la question des océans, tout simplement. En quoi la position de l'Europe et le travail de l'Europe est important pour cette question des baleines? Alors, c'est très important parce que l'Europe a une influence importante dans toutes ces conventions qu'on vient de mentionner. L'Europe a une position très claire par rapport à la chasse à la baleine et elle est contre la chasse à la baleine. Et donc, dans toutes les conventions internationales, dans tous les débats internationaux, prend cette position assez ferme. Mais le problème, c'est que malgré ça, oui, après, il y a dans chaque pays, il y a quand même des positions qui peuvent être prises. Et si, par exemple, la CITES réglemente tout ce qui est commerce international, donc la chasse qui n'est pas à but commercial, par exemple, n'est pas couverte. Et c'est ce qui se passe donc dans les pays. Ils utilisent l'excuse de la recherche scientifique pour pouvoir dire qu'ils font de la chasse au but scientifique. Ou bien, ils peuvent soulever on appelle ça reservation en anglais, je ne sais pas trop en français comment on appelle, mais une espèce d'objection, oui, une réserve, et pour dire qu'ils n'adhèrent pas aux règles internationales. Et donc, un commerce entre les différentes parties qui n'adhèrent pas à ces règles internationales reste possible du point de vue légal. Et Tilly Metz, vous ressentez-vous au sein de l'Union européenne, puisque vous êtes députée européenne, ces différences, en tous les cas, ces blocages qu'il peut y avoir sur la question d'une protection des baleines, de ces mammifères et des mammifères marins en général? Est-ce que vous ressentez ça, ou est-ce qu'au contraire, vous sentez ce dont parlait tout à l'heure Ilaria, à savoir un consensus très très large quand même sur cette question-là? Je dois dire honnêtement, on avait le débat à la dernière plénière à Strasbourg. Je ressentais, et on pouvait entendre là vraiment comme s'il y avait un consensus au sein des pays membres de l'Union européenne de protéger la baleine. Je pense qu'il y avait quasi unanimité. Moi, je ne me souviens pas maintenant de fortes paroles visant à vraiment dire non, il faut ouvrir, il faut élargir, il faut diluer aussi ces réglementations-là. Mais sachant que dans un avenir très proche, avec la levée du statut de protection du loup, ça risque d'avoir un effet domino aussi sur d'autres espèces, comme par exemple l'ours, comme par exemple, si ça se trouve, effectivement, d'autres espèces menacées comme la baleine. Donc, pour moi, il y a quand même un danger, rien n'est garanti, et même si le débat, je l'ai ressenti en faveur de la baleine lors de la dernière plénière, il faut y rester sur ses gardes de ce point de vue. Oui. Donc, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, là, on rentre dans un processus très dangereux avec le déclassement de la protection du loup, parce qu'on va toucher pour la première fois depuis sa création ce qui est les piliers en fait, de la législation européenne pour la protection des espèces, qui est la directive Habitat. Et dès qu'on touche, évidemment, on ouvre et tout est possible. Donc, il faut être très vigilant. Il faut que, effectivement, tout le monde continue à montrer une position ferme sur la protection des espèces, parce que là, on s'approche d'un processus qui nous inquiète beaucoup, en effet. Alors, oui, allez-y, pardon. Si je peux juste ajouter, à cela s'ajoute un autre danger. Vous avez sûrement entendu parler que le programme LIFE ne peut plus utiliser ses fonds pour faire du lobbyisme. Mais pour moi, le lobbyisme, c'est aussi la sensibilisation à un problème. L'information. Et les programmes qui protègent la baleine sont notamment aussi le programme LIFE. Donc il y a un autre danger que je vois là, parce que la sensibilisation et les projets de conservation et de sensibilisation, notamment financés par LIFE, sont quand même très importants pour qu'on soit conscient et qu'on continue à être conscient du problème.
puisque les baleines et certaines espèces de baleines sont vraiment pas seulement menacées, mais vraiment en danger. Alors c'est ça la question, c'est est-ce qu'on sait, parce que cette question de la menace sur les baleines concerne évidemment d'autres espèces, les dauphins, etc. On en dira un mot tout à l'heure, et j'allais dire la faune marine en règle générale, qui est soumise là, qui peut être soumise à un moment à une surpêche avec les dangers que vous êtes en train de pointer là. Mais il y a d'autres menaces pour les espèces maritimes, bien entendu, autres que ça. J'allais dire, où est-ce qu'on sait à l'heure actuelle où on en est tout simplement de cette question des stocks. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'on a l'impression qu'on parle de viande entassée, mais quels sont les stocks d'animaux, de baleines à l'heure actuelle dans le monde? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a une idée de ça? Comment ça a évolué? Alors, oui, je ne sais pas si je peux répondre. Oui, bien sûr, pardon, je vous parlais à vous, excusez-moi. Oui, oui, il y a effectivement des dénombrements qui sont faits. Donc, on connaît les effectifs plus ou moins des différentes espèces. Certains ont effectivement un peu récupéré grâce à la fermeture en termes de la chasse pour le commerce international. Mais ils sont des populations qui sont très fragilisées et certaines particulièrement en danger pour d'autres raisons. Et en effet, si la chasse, on voit une position assez ferme de l'Union européenne sur la question, il y a d'autres dangers pour les baleines et pour les cétacés en général, sur lesquels on n'a pas du tout, malheureusement, cette position ferme et on n'a pas encore une législation qui est assez claire et stricte. Et là, je parle, par exemple, de la pollution sonore sous-marine qui est créée par les bateaux. Qui rendent maintenant invivable, pas seulement pour les cétacés, hein, ce n'est pas que pour les baleines et les dauphins, mais en réalité même les poissons communiquent grâce au son, même si normalement on pense qu'ils sont complètement muettes. Non, ils ont besoin du son pour communiquer et ils n'arrivent plus à s'entendre dans cette cacophonie de sons qu'il y a sous la mer à cause d'un commerce du nombre de bateaux qui continue à augmenter. Et ça, on connaît très bien les problèmes, mais il y a très peu de choses qui sont faites. Et encore, il y a les collisions qui se font avec les navires, qui c'est un autre gros problème, du fait que le commerce continue à augmenter, parce que tout le monde veut avoir des produits dans un clic, en achetant sur Internet. Et tout ça, ça a un prix en termes d'impact écologique, et ça demande de plus de bateaux pour transporter tout ça, rapide, parce que tout le monde veut avoir tout ça rapidement. Et ça cause de plus en plus d'accidents mortels avec les baleines qui rentrent en collision avec ces navires. Donc, et il y a une législation sur ça, la directive Habitat, elle est là pour ça, théoriquement. La Marine Strategy Framework Directive, je suis désolée, je ne connais pas le nom en français de ça, mais c'est une autre directive européenne aussi pour la pollution sonore, mais cela dit, ça reste très théorique et il n'y a pas grand-chose qui est fait dans la pratique. Si je peux me permettre, allez-y. Oui, si je peux juste me permettre, effectivement, comme cela a été très bien expliqué par ma collègue de la Commission, on voit qu'il y a d'un côté les collisions avec les navires, il y a les pollutions sonores. À cela s'ajoute le changement climatique, qui aussi est un danger pour les baleines, parce qu'elle modifie les courants marins et réduit aussi les ressources alimentaires des cétacés. À cela s'ajoute aussi la pollution plastique dont souffrent aussi les baleines et contamine les baleines. Donc, il faut savoir qu'au 19e et au 20e siècle, on a tué 30 000 baleines par an. Ce qui fait que, point de vue des baleines, on a eu un déclin de 66 à 90% des baleines. Et la baleine bleue a décimé de 90%. Donc, effectivement, on peut voir que certaines espèces et populations de baleines commencent à montrer des signes de rétablissement. Mais quand même, comme cela a été dit, c'est quand même une situation très, très fragile. Comme les baleines se reproduisent très lentement, ont une vie très longue. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précaire et qui demande vraiment à ce que les baleines continuent à être protégées et même à être protégées davantage. D'ailleurs, le 19 février, c'est la journée internationale de la baleine. Donc, à un moment, peut-être aussi... Justement, Ilaria Di Silvestre, par rapport à ce que disait Tilly Mess tout à l'heure, sur les arguments qui peuvent être avancés pour soutenir qu'il faut toujours continuer à chasser la baleine, on pense à l'argument du Japon,
qui chassent uniquement, soi-disant pour des raisons scientifiques. Vous êtes biologiste, je le rappelle. Est-ce que c'est un argument qui est recevable ou pas ? Non, évidemment, n'est pas recevable. On sait tout ce qu'on devait savoir sur la biologie des baleines. Donc, c'est clairement une excuse. C'est pas la raison de ce commerce, qui d'ailleurs, c'est un commerce, en fait. Donc, le fait que la viande est vendue après, ça démontre que le vrai but n'est pas du tout scientifique, mais c'est vraiment de maintenir en vie un commerce. Alors, il y a un autre argument, je fais encore appel à votre compétence de biologiste, il y a un autre argument concernant la consommation dont vous parlez des baleines, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui, pour les baleines, pour même un certain nombre, on a vu le débat qu'il y avait il y a quelques semaines, là, à propos, par exemple, à propos du thon, on ne sait pas exactement quelle est la comestibilité, j'emploie un mauvais mot bien sûr, mais si cette viande est comestible ou pas, ou si elle est nuisible à la santé humaine. Déjà, il y a un problème effectivement de santé qui se fait, mais il faut aussi savoir que, par exemple, en Islande, il y a une demande qui diminue de plus en plus parmi la population locale. Ce n'est pas la population locale qui demande la viande, ce sont plutôt les touristes, quand ils arrivent, qui veulent essayer cette spécialité. Et c'est pour ça qu'en Islande, AIFO travaille depuis maintenant des décennies avec les populations locales pour promouvoir plutôt le tourisme de vision, pour montrer qu'il y a une autre façon pour profiter des baleines en Islande. Mais oui, c'est effectivement, c'est pas nécessairement une demande qui vient de la population locale. Qu'est-ce qu'il faut, Tilly Metz, vers quoi vous poussez, vous, au sein de l'Union européenne? Quels sont les points précis sur lesquels vous poussez pour obtenir quelque chose qui soit conforme évidemment à la protection des espèces, sachant que, on en reparlera tout à l'heure, mais que quand on parle de la protection des baleines, vous l'avez dit, le lien qu'il y a par exemple avec le loup, mais on parle de toutes les espèces naturelles sauvages, tout simplement. On est en train de parler d'une question qui est une question universelle. Notre rapport avec le monde vivant sur la planète, notamment les grands mammifères, etc. Sur quoi il faut pousser, sur quoi il faut faire prendre conscience aujourd'hui aux gens? Je pense que le plus important, c'est vraiment de se rendre compte qu'il s'agit d'un écosystème et que nous, les êtres humains, on fait partie de cet écosystème. Donc, si on veut maintenir cet écosystème sain, d'ailleurs, les baleines sont des sentinelles, de bonnes sentinelles aussi pour refléter l'état de santé du milieu marin. Donc, et les baleines sont source de nourriture pour le phytoplancton qui, de son côté, absorbe 40% du CO2 produit sur Terre. Donc, ils ont un rôle direct et indirect, ici indirect aussi, de puits de carbone. Donc, je pense que c'est un peu les baleines, on peut un peu s'imaginer, ce sont comme des immenses arbres mobiles, sous-marins, mais encore bien plus efficaces que les arbres sur Terre, puisqu'ils ont ce rôle de puits de carbone. Donc, ils rendent vraiment des services écologiques énormes et ils garantissent aussi la survie des autres espèces. Et donc, je pense qu'il faut vraiment rendre attentif à l'importance des baleines, hein, parce que d'où leur rôle dans cet équilibre marin et dans cet écosystème marin. Bon, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais le fait qu'ils produisent par leur sécrétion de la nourriture au phytoplancton, ils produisent aussi indirectement à travers ces phytoplanktons, donc aussi beaucoup d'oxygène de nouveau. Donc ils font vraiment partie de cette circulation des nutriments qui est essentielle et ils contribuent de façon essentielle aussi à la séquestration du carbone. Plus à cela s'ajoute, comme je l'ai dit, ils sont des sentinelles de l'état de santé des espèces marines. Il y a vraiment beaucoup de raisons pour que nous, êtres humains, qui font partie de cet écosystème, avec des objectifs climatiques très clairs de réduction de CO2, qu'on préserve ces belles espèces de baleines. C'est votre analyse et votre philosophie aussi, Ilaria Di Silvestre? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais qu'aussi, il faut que les gens soient informés sur l'impact que leurs actions ont. Parce que, comme je parlais tout à l'heure de la pollution sous-marine, sonore sous-marine, qui est une grave menace. Les baleines n'arrivent plus à s'entendre et donc ils ne peuvent plus se reproduire correctement, ils ne peuvent plus manger correctement. Donc c'est un vrai souci qui est
originée, en fait, causée par les choix des gens qui décident de vouloir tout rapidement. Nous, comme AIFO, on propose ce qu'on appelle la vitesse bleue, donc c'est une réduction minimale de la vitesse des navires commerciaux, ce qui aurait un impact de 40% de réduction de la pollution sonore sous-marine avec seulement 10% de réduction de la vitesse. Et ceci, donc, il faut aussi que le public, les gens comprennent que ça c'est nécessaire. Parce que si c'est les ONG qui demandent ça, on n'a pas toujours l'écoute des politiciens. Mais si c'est la population qui se mobilise, et on a une pétition en fait juste pour promouvoir ça, nous, c'est pour dire, non seulement on demande ça aux politiciens, mais on fait notre partie aussi. Donc, on est prêt à demander aux compagnies d'expédition d'aller tout simplement un peu plus lentement. Ça ne change rien. Nous, on va recevoir notre paquet avec peut-être une demi-journée de retard ou une journée, mais ça va sauver des baleines. Donc, il faut que les gens aussi fassent les liens et agissent des conséquences. Oui, est-ce que les compagnies maritimes vous entendent quand vous leur posez cette question? Est-ce qu'ils vous écoutent? Oui, la plupart nous écoutent. On a plusieurs compagnies maritimes qui ont même signé notre manifeste on dit, pour promouvoir la vitesse bleue. Et la question est que pour éviter des problèmes de compétitivité entre les bateaux, il faut que ce soit une décision européenne. Il faut que ce soit une loi qui rend ça obligatoire au niveau européen. Parce que sinon, évidemment, le bateau qui va plus doucement ne sera pas compétitif avec l'autre bateau qui va plus rapidement. Donc, il faut vraiment, c'est un exemple classique où il faut une loi européenne et peut-être dans le futur, on espère, à niveau mondial. Tilly, vous avez eu un débat, on le disait, à la session précédente, à la session du mois de janvier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle de cette question-là en détail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre, là, concrètement? Vous savez, c'est bien qu'on ait ce moratoire depuis 1986 de la Commission des baleines internationales. Mais le problème, c'est que c'est vraiment il repose sur la bonne volonté des États. Donc, moi, en fait, je vois le risque de l'ouverture de la directive Habitat, mais en plus, tant qu'on n'a pas vraiment quelque chose qui soit contraignant et clair, notamment aussi pour protéger, Hilaria l'a expliqué très bien, le risque avec les navires de collision, de pollution sonore, plus le changement climatique, il faut vraiment être cohérent au niveau européen avec nos objectifs. Si nous voulons vraiment une pêche qui soit respectueuse, qui soit durable, si on veut aussi à travers cela garantir la pêche dans le futur, si nous voulons tout bêtement continuer en tant qu'être humain à vivre sur cette planète, donc j'ai dit le rôle important aussi que les baleines jouent dans la séquestration du carbone, de puits de carbone, il faut à un moment en tant qu'Europe être cohérente et ne pas essayer maintenant sur le prétexte de simplification de déréguler et de diluer encore davantage tout ce qui est protection de la nature, protection des espèces, protection de la biodiversité, car en fin de compte, on est en train de couper la branche sur laquelle on est assis dessus. Merci à vous deux. On va être obligé de se quitter, mais on va continuer bien sûr à suivre la piste des baleines avec vous dans les mois qui viendront avec vous. Merci à vous, Hilaria Di Silvestre. Merci, Tilly Metz. À très bientôt et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir.